C'est un voyage attendu, celui du ministre de la Défense Benny Gantz en Inde cette semaine. Rappelez-vous, il devait se tenir déjà en mars. Il avait été retardé en raison des attentats terroristes. C'est donc l'occasion pour Israël à présent et son allié de marquer l'anniversaire de 30 ans de relations diplomatiques. Le ministre israélien de la Défense rencontrera ainsi normalement cette semaine son homologue indien Rajnath Singh et signera une déclaration spéciale de sécurité. Il faut le dire, ces dernières années, Jérusalem a cherché à resserrer ses liens en matière de défense avec New Delhi, en particulier dans les domaines de la défense aérienne et antimissile. Ajoutons que l'Inde est l'un des plus grands clients des systèmes d'armes israéliens, puisque le pays a acheté de nombreux équipements pour plusieurs milliards de dollars ces dernières décennies. On va en parler et s'est lancé dans une série de projets conjoints avec des entreprises et des startups israéliennes. On en parle donc ce matin avec vous, Christophe, et rappelez d'abord qu'à la base, les liens entre les deux nations n'ont pas toujours été si cordiaux. Effectivement, si New Delhi a bien reconnu Israël en 1950, que les liens ont longtemps été glaciaux entre les deux pays, en grande partie en raison de l'importante population musulmane en Inde et de son rôle leader dans le mouvement des non-alignés au moment de la guerre froide. Des relations diplomatiques complètes n'ont été établies qu'il y a 30 ans, 1992, et c'est sous la direction de l'ancien Premier ministre indien Atal Bihari Vajpayee que les liens se sont réchauffés entre les deux pays. En 2003, Ariel Sharon est le premier dirigeant israélien à voyager dans le pays. Les relations bilatérales économiques, diplomatiques et en matière de défense ont ensuite continué à se développer et Narendra Modi, comme Vajpayee, membre du parti de droite Bharatiya Janata Party, est devenu le premier ministre indien à se rendre aussi en Israël. C'était en 2017, soit vraiment quand même plusieurs années après l'élaboration des liens diplomatiques. Et depuis, Christophe, c'est une relation très forte qui unit les deux pays. Et lors d'un voyage en Israël l'an dernier, le ministre indien des Affaires étrangères avait salué les relations d'affaires entre les deux pays, affirmant lors d'une réunion avec plusieurs PDG responsables gouvernementaux que l'Inde considérait Israël à bien des égards comme le partenaire peut-être le plus fiable et le plus innovant. Alors on va détailler ces coopérations dans un instant, mais d'abord peut-être quelques anecdotes. L'Inde et Israël partagent beaucoup de choses. D'abord, ils ont failli partager un anniversaire. Oui, effectivement, l'Inde a obtenu son indépendance de la Grande-Bretagne en août 1947, Israël en mai 1948, et donc chacun a évidemment une fière histoire qui remonte à des milliers d'années. D'ailleurs, je cite l'ambassadeur d'Israël en Inde, Nahor Gilorn, qui a déclaré récemment « Comme je le dis souvent, nous sommes deux vieilles nations dans de jeunes pays, riches en histoire, en culture et en diversité, surmontant de manière créative les défis et désireux de rencontrer l'avenir. » Et ce n'est pas un secret, depuis longtemps, les citoyens de ces deux nations situées sur le continent asiatique ont une forte affinité. Les Indiens admirent les Israéliens, leur état d'esprit de travail acharné, de jeu, la cuisine aussi végétalienne israélienne, les émissions de télévision. Et puis de leur côté, les Israéliens sont toujours très nombreux à voyager en Inde, particulièrement après leur service militaire, environ 70 000 Israéliens par an. D'ailleurs, il y a tellement d'Israéliens qui vont en Inde qu'un itinéraire typique, Christophe, a même été surnommé The Hummus Trail. C'est assez fantastique. Effectivement, on retrouve beaucoup de points communs dans les valeurs de ces deux pays, la structure familiale, le dédain, la hutzpah, ou comme on dit en hébreu, ce sont deux peuples qui n'abandonnent pas, qui leur permet de toujours se réinventer, d'être actifs dans des domaines variés, la santé, l'agriculture, l'eau, le commerce, la recherche scientifique, la sécurité et la technologie. Alors concrètement, parlons chiffres, avec plus de 8,3 milliards de dollars, soit 6,7 milliards d'euros d'exportation militaire. On le sait, l'État hébreu pointe à la 8e place des exportateurs d'armes dans le monde. Et parmi, donc, on l'a dit, les principaux clients d'Israël, on retrouve l'Inde et du matériel militaire israélien vendu à environ 1 milliard de dollars par an. L'objectif, moderniser les équipements militaires indiens face au Pakistan et la Chine, les principaux rivaux régionaux. Et bien sûr, Israël est le deuxième fournisseur d'armes à l'Inde après la Russie, mais ce n'est pas tout. Les deux alliés ont aussi signé une série d'accords bilatéraux, comme la création en 2018 d'un fonds d'innovation doté de 40 millions de dollars, un fonds qui permet de fournir des millions de dollars de financement aux startups indiennes et israéliennes dans les domaines des systèmes d'approvisionnement en eau, de l'agriculture, de la santé, de la mobilité et des communications. Depuis la pandémie de Covid, les collaborations dans les domaines de l'intelligence artificielle et des équipements
équipements médicaux ont également été renforcés. Alors, on parlait des chiffres à l'instant. Il faut faire un point justement sur ce qu'ils étaient il y a 30 ans, selon Joseph Avraham, le consul israélien pour le commerce et les affaires économiques à Bengaluru, cité par le média Israël 21C, excellent média d'ailleurs. En 1992, le commerce bilatéral entre l'Inde et Israël s'élevait à 200 millions de dollars, comprenant principalement des diamants. L'an dernier, le total des échanges bilatéraux de biens, de diamants et de services aux entreprises atteignait les 6,3 milliards de dollars. Effectivement, alors si on écarte le marché des diamants, le chiffre global s'élève plutôt à un peu plus de 3 milliards de dollars. Les autres principaux secteurs d'exportation d'Israël vers l'Inde sont les machines et le matériel électrique, les produits chimiques et les équipements médicaux et optiques, ainsi que les métaux communs. Les exportations de services aux entreprises vers l'Inde se sont également élevées avec une somme de 818 millions de dollars l'année dernière. Les liens commerciaux entre l'Inde et Israël sont plus étroits que jamais, sachant aujourd'hui aussi que d'autres acteurs entrent dans l'équation, notamment les Émirats arabes unis, depuis qu'ils ont signé un accord de normalisation avec Israël. Il y a beaucoup plus d'opportunités dans la région. La coopération trilatérale entre Israël, l'Inde et les Émirats arabes unis se développe. Et à voir d'ailleurs ainsi ce traité de libre-échange signé hier entre Israël et les Émirats arabes unis n'aura pas une influence positive. Les experts qui s'attendent d'ailleurs dans les années à venir à ce que la collaboration entre Israël et l'Inde se concentre désormais sur la cybersécurité, la santé numérique, le transport intelligent, les technologies des villes intelligentes ou encore les technologies financières ou même les protéines alternatives. Et oui, parce qu'on le sait, Israël fait un travail assez incroyable sur la viande et le lait végétalien et tout ce qui peut être viande cultivée en laboratoire. Sujet central pour les années à venir pour répondre aux besoins d'une population mondiale. On le sait, de plus en plus importante. Alors, on a parlé économie, coopération économique et militaire. Qu'en est-il de la culture, des racines, puisqu'en parlant de l'Inde, il faut quand même le rappeler, parmi les 12 tribus d'Israël, il y a les Bnei Israël en Inde, une communauté qui a une origine un petit peu obscure. Leur existence reste d'ailleurs inconnue jusqu'au XVIIIe siècle, alors que beaucoup de ces juifs s'établirent à Bombay, attirés par l'essor économique provoqué par la venue des Anglais. Et effectivement, ces juifs indiens maintiennent que leurs ancêtres fuirent la Galilée suite aux persécutions romaines en 175 avant notre ère, ça date pas d'aujourd'hui. Selon la légende, leur navire finit dans un naufrage sur l'océan Indien. 7 hommes, 7 femmes qui ont survécu et qui ont pu atteindre la côte près de Bombay. Ils sont restés, eux et leurs descendants, isolés de tout contact juif pendant des siècles. Et s'ils oublièrent beaucoup de l'hébreu et qu'ils adoptèrent à la culture locale, ils sont restés à l'observance des lois juives, circoncision, Shabbat, cacherout, quelques fêtes ou encore la récitation du schéma Israël. Mais c'est donc seulement au XVIIIe siècle qu'on entend parler de ces Bnei Israël, grâce notamment à la très riche famille Sassoun de Bagdad et à sa générosité, dont on parlera d'ailleurs dans une prochaine chronique, particulièrement de Flora Sassoun, philanthrope juive indienne sioniste qui fit beaucoup pour la communauté juive du pays. Quoi qu'il en soit, en Inde, en 1881, le nombre de juifs était évalué à environ 7000 personnes pour atteindre quelques 24 000 personnes en 1947, 24 000 juifs. Beaucoup d'entre eux ensuite voulurent rejoindre Israël. Et oui, en effet, mais il y a eu un conflit quant à leur judéité pour qu'ils puissent bénéficier de la loi du retour. Après beaucoup d'investigations, c'est finalement en 1961 que le grand rabbinat d'Israël met les choses au point et reconnaît enfin le caractère juif des Bnei Israël. Ainsi, entre 1948 et 1969, en l'espace d'une vingtaine d'années, ce sont un peu plus de 12 000 Bnei Israël qui se sont établis dans le pays. Et oui, les fameux donc juifs indiens. Merci beaucoup Christophe, on aura l'occasion de reparler de cette tribu. Mais l'information du jour, c'est ce voyage de Benny Gantz en Inde cette semaine. Merci Christophe, vous restez avec nous, nous sommes ensemble jusqu'à